À l'aune de l'actualité, l'Alliance des États du Sahel aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. Une nouvelle qui a été annoncée hier par le ministre des Défenses nigérien à la télévision nationale. Dans ce journal également, en Colombie, 100 personnes ont été tuées en 6 jours et 20 000 déplacés alors que plusieurs guérillas s'affrontent pour le contrôle des plantations de coca et du trafic de drogue. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. L'Alliance des États du Sahel qui aura bientôt une force unifiée pour lutter contre le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier le ministre nigérien de la Défense à la télévision nationale. Selon le ministre, 5 000 soldats burkinabés, maliens, nigériens devraient permettre de mettre barrage aux djihadistes qui sévissent au Sahel. Intervenir ensemble, mutualiser nos efforts. Salifou Modi, le ministre nigérien de la Défense, a paru sûr et déterminé dans cette démarche de création d'une armée commune aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour la lutte antiterroriste. Des moyens aériens et terrestres, une coordination du renseignement, un commandement militaire coordonné sont les bases de cette force unifiée de 5 000 hommes. Ce sera un passeport pour la sécurité, assure le patron de l'armée nigérienne qui promet que cette armée sera effective d'ici à quelques semaines. Nous y travaillons. Les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaines pour que cette force-là, indique-t-il. C'est nouveau, original et sécurisant pour nos populations, affirme Salifou Modi. Ceci est d'autant plus une bonne nouvelle pour les populations de l'AES que dans le même temps, et hasard des calendriers, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, s'est alarmée de la situation sécuritaire qualifiant l'Afrique d'épicentre du terrorisme mondial. Au cœur de cet épicentre, le Sahel arrive en tête du palmarès des victimes de djihadistes avec pas moins de 6 000 morts en 2024. Toujours selon les Nations Unies, le Burkina Faso figure à la première place de ce triste classement mondial. L'opposant mozambicain Venancio Mondlane a rendu public mardi 21 janvier dans la soirée un document qu'il considère comme son premier décret présidentiel. Le candidat malheureux à l'élection du 9 octobre revendique toujours la victoire. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, il met en scène la signature d'un texte qui propose 30 mesures à mettre en place durant les 100 prochains jours. Sur un pupitre aux couleurs du drapeau du Mozambique en costume, Venancio Mondlane appose sur le document le tampon de la République du peuple. Plusieurs mesures promises par l'ancien candidat à la présidentielle ont pour objectif de lutter contre les violences policières. Venancio Mondlane demande notamment aux Mozambicains de constituer un tribunal autonome et de prononcer des condamnations contre les unités qu'il estime responsables d'une vague macabre d'exécutions sommaires. L'opposant va plus loin. Pour contrer ces violences policières, il décrète la loi du talion comme un droit à la légitime défense. Venancio Mondlane demande également la libération de 4 000 détenus arrêtés durant les manifestations post-électorales ainsi que la gratuité des soins et un soutien financier pour les victimes des violences policières. Au Bénin, le procès d'Olivier Boko, d'Oswald Omeki et des 4 autres prévenus devrait se poursuivre ce jeudi 23 janvier, normalement avec des avocats commis d'office par la justice pour défendre les accusés. Mardi, leurs avocats s'étaient désistés collectivement. Hier, à l'audience, Olivier Boko et ses co-accusés poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État ont indiqué que le délai ne leur avait pas permis d'en trouver d'autres aussi rapidement. À Cotonou, au Bénin, au second jour du procès, Olivier Boko et les autres prévenus étaient seuls. Aucune trace de leurs avocats. La veille, ils se sont tous retirés du dossier pour, disent-ils, ne pas cautionner un folklore judiciaire. Les accusés devraient rechercher d'autres avocats en 24 heures. Présent à la barre, Olivier Boko a déclaré que c'était impossible au vu de leurs conditions de détention. « Nous sommes enfermés 24 heures sur 24, insiste l'homme d'affaires. La Cour annonce que la justice va commettre des avocats d'office pour les mises en cause. Olivier Boko tente de reprendre la parole.
Les juges ne l'écoutent plus et se retirent. L'homme d'affaires et l'ancien ministre Oswald Omeki s'agace et lâche quelques mots de désapprobation. C'est la fin de l'audience. Elle aura été très brève. Les proches d'Olivier Boko, dont son épouse et sa fille, se tournent vers lui. Les gardes pénitentiaires vident la salle. Selon nos informations, la criée a adressé sa requête au bâtonnier Angelo Mpante pour réclamer des avocats. On ignore si la demande fixe un délai. La présidente a renvoyé l'audience pour ce jeudi. En Colombie, 100 personnes ont été tuées en 6 jours et 20 000 déplacés alors que plusieurs guérillas s'affrontent pour le contrôle des plantations de coca et du trafic de drogue. La situation s'est enflammée aussi tout près de la frontière vénézuélienne, à tel point que le gouvernement colombien a déclaré l'état d'urgence et a mobilisé 5 000 soldats. À l'ONU, on s'inquiète des violences en Colombie, alors que justement le processus de paix qui s'y déroule depuis 2016 était cité en exemple de conflit résolu avec succès. Les pays membres ont condamné les meurtres de ces anciens combattants signataires de la trêve par la guérilla ELN et poussé le gouvernement colombien de continuer à tout faire pour préserver l'accord de paix. Le secrétaire général a demandé l'arrêt immédiat des actes de violence contre la population civile. Son représentant, Carlos Ruiz Massieu, a lui conseillé à Bogota de prendre cette crise comme une opportunité. Depuis un certain temps, nombreux sont ceux qui appellent d'une part à ce que les acteurs armés en dialogue s'engagent fermement à respecter le droit international humanitaire et d'une autre que les efforts de dialogue doivent être accompagnés de stratégies de sécurité efficaces axées sur la prévention et la protection des communautés. Je suis sûr que le gouvernement considérera sérieusement ces appels tout en maintenant sa volonté de poursuivre le dialogue, a-t-il affirmé. Le ministre des Affaires étrangères colombien Luis Gilberto Murillo a lui expliqué pourquoi son gouvernement avait décidé de suspendre les négociations de paix engagées avec la guérilla ELN. La paix doit pouvoir se négocier dans les deux sens, a-t-il dit. Pour finir, alors que le Palisade Fire et le Eaton Fire, les deux incendies qui ont ravagé Los Angeles en début d'année, sont enfin sous contrôle et à la veille de la visite de Donald Trump en Californie, un nouveau feu s'est déclaré dans la région, cette fois à Castaic, au nord de Los Angeles. Plus de 30 000 personnes ont dû évacuer, dont 5 000 détenus d'une prison. En 6 heures seulement, le Hugh Fire a brûlé 3500 hectares, plus de la moitié de la surface détruite par le Eaton Fire, l'un des 2 incendies majeurs à avoir frappé Los Angeles ce mois-ci. Les vents, la végétation sèche et la très faible humidité ont aidé les flammes à progresser rapidement. Mais pour l'instant, elles n'ont ravagé que des espaces naturels et si les images d'hélicoptères diffusées en boucle sur les chaînes locales peuvent effrayer avec ces collines de feu qui éclairent la nuit californienne, les pompiers paraissent confiants, contrairement aux incendies d'il y a 2 semaines. Ils sont 4000 déjà déployés sur place et les conditions sont moins violentes. Les vents devraient se calmer pendant la nuit, signe de leur optimisme. L'autoroute 5 axes qui traverse toute la Californie a rouvert en fin de soirée après plusieurs heures de fermeture. Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 30 000 personnes vivant dans les zones autour du lac, situées à une 50aine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita. Le chef des pompiers du comité de Los Angeles, Anthony Marrone, a néanmoins tenu à rassurer mercredi soir. La situation reste changeante et l'incendie demeure difficile à contenir, mais nous sommes en train de prendre les dessus, a-t-il assuré. À cause des récents incendies à Los Angeles, de nombreux pompiers, hélicoptères et bombardiers d'eau venus de tout l'ouest des États-Unis sont encore sur place, ce qui facilite la lutte contre les flammes. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est bien différente de celle qui prévalait il y a une quinzaine de jours lorsque les premiers feux ont touché la mégalopole, a insisté Anthony Marrone. C'est un bon exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous avons suffisamment de personnel et assez d'avions. Cela n'empêche pas les autorités d'implorer les habitants de tirer les leçons des récents feux meurtriers, car aux États-Unis, les ordres d'évacuation ne sont pas toujours respectés. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.